Cette semaine, dans le balado, on vit une passion amoureuse, on vit un deuil douloureux et on renoue avec la famille dans des circonstances explosives. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Jean-François Breton et Patrick Marleau. Salut Jeff! Salut! Hey, donc... Je suis même pas sûr quelle description fait face à quel film. Ils peuvent tous l'être un petit peu... Situation explosive. Si c'est littéralement explosif, oui, je sais. Ouais. C'est lequel. J'y allais pas plus en subtilité que ça. Donc, quand même, plusieurs sorties cinéma qui vont dans toutes les directions, vraiment, en fin de semaine. Mais avant de parler de tout ça, petit tour d'horizon d'actualité. Je sais pas si toi, tu avais relevé de quoi. Non, Okay. Vas-y. Moi, j'ai des petits trucs quand même assez intéressants cette semaine. On sait qu'on en parle depuis quelque temps de cette fameuse adaptation du dernier roman de Hunger Games, Sunrise of the Reaping. Alors là, on a le casting officiellement annoncé. Fait que c'est des nouvelles vedettes? Ouais, même pas des vedettes, beaucoup de nouveaux visages, mais je pense des vedettes en devenir, dont le principal, Joseph Zada, qui va jouer le jeune Haymitch. Il ressemble beaucoup à un jeune Woody Harrelson, effectivement. Fait que je pense qu'ils l'ont bien choisi physiquement. C'est un Australien qui semble avoir un gros buzz parce qu'il va jouer dans 2 grosses séries en streaming dans la prochaine année. Une sur Prime et l'autre sur Netflix. Fait que j'ai l'impression qu'à Hollywood, il doit avoir comme un gros qu'on l'a buzz. Même pas vu encore. Peut-être dans des petits trucs. Je sais qu'il a joué dans une grosse série australienne il y a 2 ans, mais je ne sais pas si c'est disponible ici, peut-être. Mais à voir. Et puis, sinon, le personnage féminin principal sera joué par Whitney Peake, qui est une comédienne canadienne qui va jouer Lenore Dove Baird, pour ceux qui ont lu peut-être le roman. Fait que j'ai hâte de voir. Mais aussi McKenna Grace, qui va jouer aussi un personnage féminin. C'était la Phoebe Spangler dans les nouveaux Ghostbusters. Oui, la jeune Spangler. Le nom me disait quelque chose. Une comédienne qui m'avait vraiment impressionné dans les Ghostbusters. Je trouvais qu'elle avait un très beau rôle. Donc, je suis content de la revoir parce que de mémoire, après ces 2 films-là, je pense pas qu'on l'ait vu dans autre chose. Donc, à voir. Alors, j'imagine que le tournage va débuter sous peu si on a annoncé le casting. Est-ce que la sortie est prévue 27, j'imagine, ou 26? Je pense que ça va être 26. Si 26, on tourne là, c'est qu'on... fait que peut-être qu'on va cibler... Ouais, c'est ça, cibler... je pense que c'était dessus l'Action de grâce américaine, le dernier, c'est exactement, ça? Exactement, oui. Peut-être des chances qu'on va se diriger vers un novembre 26. Sinon, à Cannes, on a rajouté 3 nouveaux films en compétition. OK. Quelques-uns quand même qui sont assez intrigants. Un thriller, Die My Love, de Lynn Ramsey, qui provient plus du cinéma indépendant américain, qui met en vedette Jennifer Lawrence et Robert Pattinson. OK, pas plate. Coproduit par Lawrence et Martin Scorsese. Okay. Quand même. Ouais. Et puis, donc, raconte une femme dans le Montana qui va tranquillement perdre la raison, tomber en psychose, alors que son mariage est en train de se défaire et tout ça. Fait que ça peut être quand même intéressant. Sinon, premier film de Kristen Stewart, The Chronology of Water. Okay. Comme réalisatrice qui raconte une histoire pas banale d'une prof en littérature universitaire qui était une athlète prometteuse aux Olympiques dans le programme de natation à la fin des années 70, mais qui a subi de l'abus sexuel et tout ça dans sa jeunesse, qui a commencé à consommer alors qu'elle est athlète de haut niveau. Et finalement, ces problèmes de consommation vont faire qu'elle ne fera pas l'équipe olympique, jumelée au boycottage des États-Unis des Olympiques de 80 à Moscou. OK. Fait que... c'est un film de sport, un drame sportif. Ouais, c'est ça. Bien, est-ce qu'on sait qui est le casting? Oui, c'est pas une actrice tant connue, là, mais il n'y a pas de gros noms, mais je pense tous des petits noms de comédiens qui viennent un peu du cinéma plus indépendant. Et... nouveau film de Ethan Coen sans Joel. Donc, je pense qu'ils poursuivent vraiment leur route séparée. Puis, c'est une suite spirituelle de Drive Away Dolls, donc, qui s'appelle Honey Don't. En fait, ils ont comme annoncé que Ethan Coen et sa conjointe Trisha Cook, qui a co-scénarisé le film,
ont une trilogie qui s'appelle The Lesbian Trilogy. Alors, Drive Away Dolls étant le premier film, en est donc le deuxième et un troisième suivra l'année prochaine. Donc, toujours avec Margaret Qualley. Alors, c'est pour ça, en plus de thématique. Elle a le même personnage? Elle n'a pas le même personnage, mais on est dans une thématique LGBTQ+. Non, c'est pour ça qu'on a une suite spirituelle, mais avec la même actrice, effectivement. Mais on semble revenir comédie policière dans le ton de Raising Arizona, un peu, là, dans l'humour des frères Coen. Puis je suis quand même allé lire un peu, puis là, je voyais qu'il coécrit avec sa femme, puis là, on tombe un peu dans le patinage, mais je trouvais qu'il a une vie pas banale, parce qu'Ethan Coen est marié avec Trisha Cook depuis une trentaine d'années à peu près. Elle a été beaucoup assistante monteuse sur les films des frères Coen. OK. Mais elle est lesbienne. Okay. Donc, ils sont mariés, mais ils ont un couple ouvert, ils ont d'autres partenaires, mais restent pas juste lesbienne, en fait, bisexuelle ou quelque chose de même. Ils couchent jamais ensemble. C'est décrit comme lesbienne. OK. Mais qu'ils élèvent leurs enfants. Fait que c'était peut-être ça aussi. Peut-être qu'ils ont une union pour avoir une famille, mais que finalement, ils vivent aussi des... Puis, en plus, ils créent ensemble. Genre, fait que c'est comme une étape de plus. Là. Ils travaillent ensemble artistiquement. Ouais. Fait que... pas banal, Non, c'est ça, effectivement. Écoute, je ne juge pas. S'ils manquent d'inspiration, ils crieront sur eux autres. Sur eux-mêmes. Ouais. Fait que voilà pour les... non, c'est ça, j'avais deux petits trucs encore, oui. Ça peut être vraiment intéressant, en tout cas. C'est original. Toys R Us. C'est pas fermé, ça? Ouais, effectivement. Il bat de l'aile. En fait, aux États-Unis... Non, je pense qu'ils ont-tu ravivé? Non, c'était à New York, c'est le gros magasin de jouets, là. Bref, j'ai oublié. Non, Toys R Us aux États-Unis est fermé. Au Canada, c'est encore ouvert parce que c'était comme une entité à part. Ouais, ils ont fermé quelques succursales, oui, c'est ça. Mais tu sais, la bannière demeure toujours ici. Mais ils ont une entité de production qui s'appelle Toys R Us Films, une affaire de même, ou Studio Films. Puis là, ils se lancent dans la production d'un film sur Toys R Us, mais dans la veine de Night at the Museum. OK, fait que les jouets s'animent dans la nuit, dans le magasin. Là. Peut-être quelque chose de ce genre-là. Ben écoute, ça peut être... Je suis quand même étonné qu'il n'y ait jamais eu ce genre de concept-là de film avant, quand même. Oui, mais c'est un peu... mais... C'est un peu... Il y a beaucoup de mais. Un gros mais en majuscule. C'est que là, t'as une compagnie sur le bord de la faillite qui dit « Ah ouais, non, on fait un film. » Ça sonne le chant du cygne. Qui n'existe plus. C'est ça. Mais bon. Puis... un mélange de on reprend de nuit au musée puis histoire de jouets puis on mélange ça ensemble dans notre magasin pour vous rappeler de venir acheter des jouets dans notre magasin là. Mais qui sont pas ouverts. Peut-être. Alors est-ce qu'on va repartir mercantile là. Ouais, mais en tout cas moi la prémisse je l'achète, j'ai hâte de voir comment ils vont le développer. Ça peut être vraiment un film cool pour les enfants, d'être dans un magasin de nuit, puis t'as accès à tous les jouets et les affaires. Exact, mais il faut que le film ait pas l'air d'être juste une énorme publicité de 1h30. Effectivement. Mais à date, ça a l'air de ça. Fait que... on verra lorsque le puis surtout s'ils sont pas tant nantis, parce qu'ils ont beau avoir Toys R Us Production, vite de même, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Là, une série animée sur Geoff, la mascotte girafe, là, je sais pas. À suivre donc. Et du côté québécois, première réalisation pour Sébastien Diaz, l'animateur de On va se le dire, qui a fait beaucoup de courts-métrages quand même, Sébastien. C'est comme c'est un désir assouvi de faire du cinéma dans un sa vie. amateur de films d'horreur. Ouais, entre autres. Puis on se dit amateur, puis je me souviens bien, c'est qu'il est assez critique aussi. C'est pas juste comme « Ah oui, j'aime tout, j'aime ça ». Non, il est... Ben justement, il va tomber dans le trailer parce qu'il l'adapte pour le cinéma Baignade, qui est le plus récent roman d'Andrea Michaud, qui est une autrice qui a gagné beaucoup de prix pour ce genre-là. Et Baignade est sorti à l'automne dernier, a eu de très bonnes critiques, un excellent vendeur. Donc, tout de suite, les droits ont été achetés par Sébastien Diaz, qui sera produit par Kéo Productions, qui est au 24 maintenant. Là. Donc, tournage, je pense... peut-être l'an prochain. Non, c'est ça, je pense qu'ils sont en adaptation, en écriture. OK. Fait que j'ai l'impression un tournage 2026 parce que ça se déroule l'été, c'est des vacances au camping, va tourner au cauchemar. Mais là, ça dépend. Donc, je veux dire, ça dépend. Là, à moins qu'ils autoproduisent, s'ils veulent la Sodec, tu peux pas caler que c'est 26, là. Tu peux te déposer, mais oui, non, c'est ça. Mais ça se peut que ça prenne 4 ans, finalement. C'est sûr, c'est pas impossible, mais ça va dépendre si...
Radio-Can est dedans ou quoi. Je ne sais pas trop quelle mesure. Les autres, mais je suis curieux de voir. Je suis curieux de voir ce que Sébastien aussi va faire comme premier film. Oui, ben il y a moyen de faire des excellents thrillers au Québec. Il ne faut juste pas être trop sauce américaine parce qu'on dirait qu'on est moins clément là-dessus. Là, ce que les invraisemblances qu'on voit dans les films hollywoodiens, on les accepte parfois à Hollywood, mais moins au Québec. Là, on dirait que ce soit un petit peu plus réaliste, peut-être. Donc, à suivre, sinon, pour bande-annonce, on a sorti un trio qui tombe un peu dans l'horreur, le surnaturel, la science-fiction. On va avec lequel? Ben, Him, qui fait ça? C'est Justin Tipping qui vient plus de la télé, mais c'est quand même produit par Jordan Peele. Voilà. Et l'esthétisme, le montage à bande-annonce donne très dans le Jordan Peele. Tout à fait. Puis on commence par lui parce que je pense qu'elle est sortie. On devait être en train d'enregistrer la semaine dernière quand la bande-annonce est sortie. J'ai pas vu de traduction pour l'instant. J'imagine que ça va s'appeler Lui. Comment décrire ça? Une espèce de film d'horreur, mais d'étrangeté, puis de football et de comment rendre plus performants des joueurs. Là, c'est ça, une espèce de drogue de performance. Ben moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être ça a l'air bootcamp aussi, là, qu'en entraînement. De ce que je comprends, c'est que c'est un jeune espoir qui est recruté dans une équipe de football, va côtoyer le star, le corps arrière vedette, mais qui agit... joué par qui, non? Marlon Wayans. OK. Qui est vieillissant, donc sur la fin de sa carrière, puis qui va l'initier, moi j'ai l'impression, un peu à de l'occulte. OK. Pas un de substance, mais plus moi j'ai l'impression qu'on tombe dans un rituel satanique ou pacte avec le diable. Je sais pas si ça va aller dans cette veine-là, mais c'est ce que la bande-annonce semble un peu, en tout cas, nous révéler. Parce qu'il a l'air d'être plus en camp d'entraînement puis en préparation que des matchs de saison de la NFL. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est quand même un scénario qui était sur la blacklist de 2022. Donc, c'est la fameuse liste des meilleurs scénarios qui n'ont pas été encore produits. Donc, je pense que ça peut être assez intéressant. En tout cas, moi, la bande-annonce, j'ai trouvé assez captivante. Ouais, puis ça peut être une belle petite surprise. Ça sort mi-septembre, je pense. Là. Puis, tu sais, c'est le fun d'avoir un film de sport, horreur surnaturelle. Comme un double film de genre. Ouais, c'est ça. C'est un mash-up qu'on n'a pas vu de mémoire comme ça. Là. Sinon, encore là, un autre qui m'a surpris par sa direction, c'est Predator Badlands de Dan Trachtenberg. Oui, puis ça arrive à bon point parce que le dernier film de Predator, Prey, était sorti juste sur Disney+. Oui. Puis il y avait eu une forme de backlash à ça, les commentaires sur « Voyons la qualité de ce film-là, il aurait pu sortir au cinéma, il aurait dû sortir au cinéma, etc. » Puis je pense que c'est pour ça que Disney s'est ravisé puis qu'on a vu à ce moment-là plusieurs productions dire « Oui, on peut faire des films de plateforme, mais je pense que pour certaines qualités de films, ça vaut la peine de le sortir au cinéma. » Fait que c'est pour ça, je pense qu'entre autres, le dernier Alien était supposé être pour la plateforme. Ils ont dit non, sortir au cinéma. Puis ils ont bien fait, c'est super le fun en salle. Ouais. Fait que là, alors que Prey revenait vraiment dans le passé des premiers colons et des Premières Nations, là, c'est la première fois qu'un film de Predator prend cet angle-là. On est du côté des prédateurs. Ouais. On va suivre une espèce, je sais pas comment il s'appelle, mais cette créature-là qui est genre en entraînement sur une planète hostile ou quelque chose comme ça. Fait qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'humains vraiment dans l'histoire. Fait que, puis pour des monstres encore plus gros et tout. C'est le même réalisateur que Prey. Ouais, c'est ça. Fait que... j'ai lu que ça a l'air de se passer sur la planète des prédateurs. OK. Mais à confirmer, c'est ça. Puis le personnage principal est un peu comme un outcast, un peu rejeté par sa tribu. Puis il y a Elle Fanning quand même au générique qui joue un androïde. OK. Et dans la description, elle est une androïde créée par la Weyland-Yutani Corporation. Oh là là, donc, on merge tout ça avec on garde, Alien. Fait qu'on garde cet univers partagé-là qui existe. Ils veulent revenir vers un Alien versus Predator, mais mieux fait. Probablement, là, j'ai l'impression que ça doit être dans leur plan à moyen terme. Mais j'ai hâte de voir. Ça, c'est au mois de novembre, 7 novembre, ouais. Parfait. Ouais, c'est juste un petit teaser pour l'instant, mais je trouve qu'en action, science-fiction, ça a l'air cool. Ben oui, puis on nous amène ailleurs, un peu comme Prey l'était aussi. Là. Fait que je pense que Dan Trachtenberg a le bon pouls sur la franchise. Là. En tout cas, je suis bien curieux de voir ça.
Ben, tu vois, moi, je trouve ça plus intéressant que, même si le premier Predator est peut-être le meilleur, de dire juste, bon, ben, c'est qui la nouvelle? On prend, j'oublie toujours son nom, là, mais lui qui était dans Top Gun, Maverick, là, puis dans Tornade, là. Oui, voyons. Il s'appelle pas Dan ou quelque chose de même, j'ai oublié. Mais tu En prends tout cas, Glenn Powell. Glenn Powell, Powell. Tu prends ce beau gosse-là, tu dis, bon, ben, mets-toi en chess, puis on refait le film, puis mets-toi de la boîte. Mais tu sais, le film, il a été fait, ça donne rien de le refaire juste 40 ans plus tard, là. On prend des suites, faites on d'autres prend un idées, lutteur... un nouveau lutteur, là, je sais pas. Je l'écoute pas, moi, dans la recrudescence. Je pense que Kevin Owens n'a pas la shape, mais bon. Ben non, tous ceux qu'on connaît sont déjà un peu trop vieux. Il faudrait en pogner un de 30 ans. Mais non, c'est cool. Puis même les autres suites, quand même, on essayait d'aller ailleurs, mais on dirait qu'on n'arrivait pas à atteindre la simplicité, je pense, et l'efficacité du premier. Parce que Predator 2, c'était intéressant d'amener ça dans la ville de New York, tout ça. C'est pas LA? Mais où elle est peut-être, mais avec Donald Glover qui était comme pas... Là, il explorait le vaisseau. Ouais, tu sais, je trouve que ça aurait pris quelqu'un de plus, je pense... Action-packed. Ouais, plus charismatique que Glover. Tu sais, je pense que c'est plus, je pense, une bonne co-vedette dans les films, mais pour mener un film d'action comme ça, c'était un drôle de choix. Bref. Et sinon, un que toi, t'as vraiment pas embarqué dans la bande-annonce, mais moi, j'avoue que j'ai embarqué. On annonce, on a dévoilé les premières images de cette suite I Know What You Did Last Summer. Donc, suite au diptyque de fin des années 90. On était dans la mouvance Scream. Ouais, slasher. C'était comme la compétition avec des jeunes vedettes de la télé qu'on amenait au cinéma comme Scream. Donc, une suite directe à la suite de 2018. Donc, même principe. Oui, mais on nommait à la suite de 2018. De 98, excuse-moi. Ouais, mais on nommait le troisième volet. Il y a eu un troisième direct ou DVD, je pense. Mais qui n'avait pas de lien. Ouais, c'est ça. Puis qui n'avait pas de lien avec les deux premiers films. C'était tous d'autres personnages. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment une suite. Un Legacy sequel. Et on va retrouver deux des acteurs de l'époque, donc Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr., qui reprennent leur rôle. Donc, clairement. Est-ce que Sarah Michelle Gellar est... non, ce personnage, elle été tuée. Bon, fait que, je me souvenais pas de ça. Mais c'est pour ça qu'en fait, je suis plus ou moins... Je suis mi-figue, mi-raisin envers le film, parce que tu viens de le décrire. C'est comme... Oui, je me souviens de les avoir vus quand j'étais jeune. Je les ai jamais réécoutés, mais c'était comme la compétition un peu à Scream ou juste de reprendre des fois du compétition, mais au final, je pense que les deux, c'est Paramount qui fait ça. Je m'en rappelle plus. Ah, fait que, tu sais, c'est eux-mêmes. Scream, c'était Miramax. À l'époque, c'était ok, Dimension, ouais, c'est ça a beaucoup changé depuis. Fait que, tu sais, on dit compétition, mais au final, ça revient au même. C'est plus pour alterner d'une année à l'autre et tout, là. Mais c'est le même modèle. Puis là, alors que Scream est revenu depuis 3-4 ans avec une coupe de suite, là, on fait, là, ce serait le temps à l'autre. Fait que c'est un peu encore le copier-coller. C'est ça qui me laisse tiède par rapport au film. Peut-être qu'il y aura un vent de fraîcheur puis des kills, le fun et tout. Mais ça a l'air de la même affaire, des requels qu'ils appellent, genre de soft reboot. C'est un reboot, mais une suite, puis on ramène les personnages. Fait que c'est la même affaire, mais sans le côté méta que Scream a toujours eu. Là. À voir, mais en tout cas, moi, j'ai aimé cette séquence d'ouverture avec le personnage. On est dans la nostalgie et tout, là. Ouais, mais en tout cas, je trouvais que le teaser était efficace. On jugera du résultat. Lui, c'est en mois de juillet, donc ça va être un gros film d'été. Je pense qu'il y a un bon potentiel commercial, honnêtement. Je pense pas que ça va être un gros film d'été. Ça va être un film cet été. Voilà. Tu vois, je te gage un petit 2. OK, il va falloir statuer c'est quoi gros, là, parce que là, c'est pas des adjectifs précis, là, dire un gros puis un petit. Là. Moi, je pense qu'il y a un potentiel d'un 75 à 80 millions. États-Unis sur sa run, genre? Ouais. Moi, je pense que non. Je pense qu'il va flopper. Parfait. Vous l'aurez entendu ici. Et voilà. Ouais. On lance les hostilités. Donc, allons-y avec les sorties de la semaine. Parlant de suite. Oui. Débutons avec une suite qui a tardé à venir. Et voilà, inattendu. Donc, The Accountant 2 de Gavin O'Connor. Ouais, Le Comptable 2 au Québec. Je sais pas comment il l'appelle en France, parce qu'il l'appelait Monsieur Wolf. Ah oui. Mr. Wolf, parce qu'il s'appelle Christian Wolf. Quel titre, ils doivent l'appeler Mr. Wolf 2. Probablement, oui. Les vacances de Mr. Wolf, qui sait. On retrouve
Ben Affleck et plein d'autres personnages qui étaient plus secondaires, mais là qui prendront plus d'aplomb. John Bernthal, J.K. Simmons, Cynthia Addai Robinson. En fait, c'est ça, le personnage d'enquêtrice de Cynthia et J.K. Simmons était déjà là dans le premier, chose qu'honnêtement, j'avais complètement oublié. Je sais pas si tu as fini ton visionnement du premier. Non, j'ai... Tu as écouté comme la moitié. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. C'est la vie. Mais ils sont dedans. Je sais pas si tu les avais vus. OK. Puis même John Bernthal, j'avais oublié qu'il était là. Il est présenté comme étant son frère, finalement. Fait que bref, elle est une agente. Et là, son boss va se faire tuer. Alors, le personnage de Simmons. Sorry, il est pas là longtemps. Et il laisse une note, dit trouver, find the accountant, trouver le comptable. Et là, ça, c'est le fameux Christian Wolff qui est comme une espèce de super autiste qu'on apprend dans le premier film, qui a non seulement des très bons skills pour découvrir des gimmicks monétaires et tout, puis des embûches, mais aussi qui a reçu un entraînement militaire et de combat de haut niveau. Ouais. Il peut péter des gueules. Voilà, et il est comme, lui, unleash, là, il suit pas les lois, puis il frappe les gens d'en face pour qu'ils confessent, là. Il fait pas juste leur demander gentiment. Et il va avoir besoin de l'aide de son frère Brax, donc joué par John Bernthal, cette fois-ci pour essayer de remonter cette enquête et découvrir ça avec leur méthode peu légale. Mais plus il se rapproche de la vérité, et plus Christian Brax et Mary Beth, donc l'enquêtrice, vont attirer l'attention de tueurs impitoyables et déterminés. Tout ça est un film d'action. Pas mal d'action, je pense même plus que le premier. Quand même, ouais. Le premier, avec il y avait beaucoup de scènes de bureau, un peu, avec Anna Kendrick, puis de compter sur les tableaux et tout, puis comprendre d'où il venait, puis des flashbacks de sa jeunesse. Ouais, puis c'était de démasquer les magouilleurs là, de l'entreprise et tout ça. Fait que là, on est... Il y avait John Lithgow. Ouais, c'est ça. Fait que ici, on change quand même de registre. On est plus dans le film d'action pur, là, un peu... la côté enquête est là, mais c'est plus des prétextes pour des grosses scènes de fusillade, là, souvent. J'ai quand même apprécié Affleck et Bernthal partagent quand même une bonne chimie ensemble. Ils ont quand même l'air de frères et tout. Ouais, puis vraiment, c'est ce qu'on met de l'avant. C'est un qui est justement l'autiste, qui est très rangé, square, puis qui a ses tics puis ses affaires. Autiste fonctionnel, évidemment. Puis l'autre, Bernthal, qui est plus... tête folle. Puis qui cherche l'amour puis l'attention des gens et tout. Là. Fait qu'on est plus dans le body cop movie un peu, là. Comme dynamique. Pas très cop, mais body movie. Body movie. Mais dans le sens policier où il y a de la pétarade en masse. Donc, suite d'un film de 2016, quand même, on avait annoncé en 2017. Déjà, on avait donné un feu vert à un projet, une suite, mais ça a tardé, je pense, de trouver j'avais lu peut-être même une trilogie. Effectivement, Gavin O'Connor a confirmé qu'il lui, il est en tête une trilogie. Et justement, le troisième film mettra encore plus de l'avant les deux frères. Okay. Donc, à suivre combien de temps ça va prendre. Je pense que d'après moi, ce qu'on a vu souvent, c'est que le chemin entre le premier et le deuxième film est parfois long, mais si l'argent est là, le 2 puis le 3, ça, c'est plus rapide à ce moment-là. Oui, puis là, c'est Amazon qui est derrière ça. En fait, ils ont racheté les droits à la Warner pour les droits, même si Warner reste distributeur à l'international. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup d'argent à investir. Ils n'ont pas de problème financier. Donc, si le moindrement cette suite fonctionne, je pense qu'on peut s'attendre à revoir The Accountant 3 dans les prochaines années. Ouais, surtout que là, je ne connais pas tous les tenants de ce deal-là, mais Amazon ne l'ont pas payé si cher, le film. Non, je pense que c'était 10 millions pour les droits. Ouais, c'est ça. Puis il a dû coûter plus cher que ça à produire. Là. Fait que je pense que ça faisait partie de l'espèce de deal de Warner quand ils ont été rachetés, puis tout, ils liquidaient plein d'affaires pour repartir, puis... Ils passaient ça des sur trucs légaux, puis etc. Là, ils pouvaient déduire ça sur leurs impôts comme des pertes et des affaires de même. Des je sais pas, comptables. Ça doit être plus un film à genre 40 millions. Ouais, c'est ce que j'avais lu. Dépendamment si les gars ils se graissent la patte ou pas là-dedans. Là. Des fois, je pense pas que c'est son genre parce que Ben il est producteur aussi, mais des fois, on l'avait vu, là, les Expendables 3 et des affaires de même, là, le film que... 60 millions de budget, mais c'est parce que le lead prend 22 millions. Là. Ouais, c'est un peu indécent. Là. Fait que, c'est un très sympathique film. Je trouve juste que le mélange de ces choses-là, le côté body movie, le côté enquête et le côté suite, sequel, donc il y a de l'information qui vient du premier film que là, on connaît maintenant puis qu'on continue avec ça.
je trouve pas que ça se mélange toujours parfaitement, la symbiose. Je trouve que c'est comme, ça, c'est une scène drôle, légère. Ça, c'est une grosse scène d'action. Ça, là, on retourne dans l'enquête. Là, ici, on retourne fanfaronner. C'est un peu chaotique comme scénario. C'est ça, c'est pas tout au long de l'enquête, ces choses-là se mélangent. Là. On voit vraiment un peu la coupure entre l'ambiance de chaque scène, mettons. Ouais. Et je trouvais, moi, quand même plus intéressant dans le premier où le personnage d'Affleck était dans une zone grise et c'était quand même un travaillait pour des méchants. Ouais, c'est ça. Quand même qui crosse le système. Là, puis tout ça. Fait que, mais là, on sent que c'est un peu un Jason Bourne. Là. Il est quand même beaucoup dans l'action. Pour le accountant, il sort pas souvent sa calculatrice. Là. Il n'y a pas beaucoup de comptabilité là-dedans. Là. Il y a une ou deux des fusils. C'est ça. Il y a une ou deux scènes là, où il fait appel à ses connaissances légales et fiscales et tout, puis sa mémoire de tout avoir appris par cœur des documents qu'il a lus. Mais sinon, c'est pas comme le premier d'une grosse enquête un peu financière et tout. Fait que, écoutez, sympathique, mais je donne pas toujours mon avis, là, mais si vous voulez un film d'action et que vous n'avez pas vu encore The Amateur, j'ai préféré L'Amateur à Comptable 2. Voilà. Parfait. Alors, allons du côté du Canada avec The Shrouds de David de Cronenberg. Oui, j'ai oublié de noter son combienième film. Écoute, vingtaine. Pas loin. C'est passé le 30, je sais pas. Je sais pas, parce qu'il y a eu un grand laps de temps, une dizaine d'années où il n'a pas fait de film, mais assurément pas loin de la vingtaine, parce qu'il a commencé à la fin des années 70. Ici, on retrouve Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce, un beau casting international. C'est un film qui se déroule en anglais, en langue originale. Là, Vincent Cassel parle toujours en anglais. Il joue le rôle de Karch, un cinquantenaire qui est un homme d'affaires renommé, en fait, et qui travaille dans le monde de la mort, si on veut, des cimetières et de l'embaumement et tout. Et il est inconsolable depuis le décès de son épouse il y a quelques années. Alors, il a inventé une espèce de système, là où rentre le côté science-fiction de Cronenberg, qui est le shroud, donc le linceul, ça, avec quoi on enveloppe les cadavres. Je pense même pas qu'on fait ça, nous, maintenant, mais tu sais, anciens rituels et tout, qui a comme la nanotechnologie dessus et qui filme en temps réel la décomposition du corps. Donc, sur la pierre tombale, on met un moniteur dans son cimetière électronique, pas électronique, mais très sophistiqué. Donc, tu peux aller voir sur le lot la décomposition du corps en temps réel. Ou sur une application. Ouais, c'est ça. Puis tu peux pas contrôler celle des autres, juste la tienne, etc. Fait que c'est une espèce d'attachement infini de voir le corps dépérir tranquillement. Fait que un peu de morbidité avec ça. Mais un beau jour, il va avoir, ou plutôt un mauvais jour, une mauvaise nuit, il va avoir plusieurs tombes qui vont être victimes de vandalisme, dont celle de sa femme. Alors, Karch va se mettre à enquêter pour trouver des coupables et rentre là-dedans son ancien beau-frère qui est un peu complotiste et qui l'avait aidé à programmer le système avant que la programmation passe aux mains d'un groupe de programmeurs chinois. Son ancienne belle-sœur, qui est en fait la sœur jumelle de sa femme, donc aussi jouée par Diane Kruger. Puis il rajoute d'autres mondes autour de ça, puis de différents complots et possibilités de qui pourrait lui en vouloir, dont l'ancien médecin oncologue, c'est ça, un médecin qui traite le cancer de sa femme, etc., qui a disparu. Fait que une lente enquête de Vincent Cassel. Oui, qui, je trouve, émule David Cronenberg physiquement. Je pense qu'il s'en cache pas. Ouais. Les cheveux gris, la même coupe de cheveux. Puis Cronenberg, je pense qu'il a écrit ce film-là après le décès de sa femme, justement, il y a 7-8 ans. Là, il parle que c'est son film le plus intime autobiographique, donc un film sur le deuil, les difficultés du deuil. Cassel, je pense qu'il avait déjà joué avec Cronenberg. C'était Eastern Promises. C'est vrai, t'as raison. C'est comme je trouve que moi, j'ai découvert Cronenberg avec ça, avec Promesse de l'Est, là, Eastern Promises, qui avait Viggo Mortensen, et Histoire de violence avec Viggo Mortensen aussi, puis qui étaient des films vraiment différents du reste du Cronenberg. Il n'y avait pas peut-être un peu de body horror, mais vraiment pas de la même manière. C'était pas science-fiction, c'est très des films d'action très violents, l'Histoire de violence particulièrement. Puis je le savais comme pas. J'avais vu ces films-là parce qu'à l'époque, c'était des nouveautés. Puis avec mes amis, là, à l'âge où justement, le cégep découvre le cinéma, puis aller voir ces trucs-là. Mortensen, il sortait de son gros buzz de Seigneur des Anneaux et tout. Fait que j'aimais beaucoup ça.
Puis après, je n'ai plus vu pendant un bout. Puis retourné à Crime du futur il y a 2 ans, à peu près. Je pense. Ben, c'est ça. Avant Crime du futur, il y a été comme 10 ans où il n'a pas tourné. Là, c'est comme un peu un regain de créativité. Je dois avouer que The Shrouds... Il doit un peu s'expliquer par finalement, pour l'instant, sa femme était malade, il avait pris une pause et est décédé. Je pense que si on fait le fil du temps, effectivement, ça ressemble à ça. Mais par la description, je m'attendais à quelque chose quand même de plus fou. Je dois avouer que c'est quand même un Cronenberg qui est très sage, tant dans la réalisation. Pas tant dans l'adrénaline, là. Non, puis il n'y a pas tant il n'y a pas vraiment d'horreur, il n'y a pas vraiment de un peu tension, de mutilation, c'est léger, là. C'est ça, très pas léger, à la hauteur là. de sa réputation. Vraiment pas. Puis je pense qu'il y avait le sujet pour aller plus dans la folie. Mais je trouvais que c'est quand même un film qui fait parfois me penser à la froideur d'Atom et Goyan dans sa mise en scène. Donc, si vous êtes fan vraiment du Cronenberg des années 80-90, dans le weird, dans le bizarre, pas tant ici The Shrouds. Là. Fait que soyez avertis quand même. Il y a quand même des éléments assez intéressants au film. Mais je pense que ça aurait profité d'un peu plus de sa touche, je pense, honnêtement. Ouais, voilà. C'est que le film, à un moment donné, met beaucoup de complots possibles, puis lui, il enquête, puis il demande il y a beaucoup la technologie, là. Il utilise, c'est vrai, son beau-frère, il a programmé une espèce de compagnon virtuel, puis toute la technologie qu'il y a dans le film, il y en a beaucoup qui existent, là. Sa Tesla qui se conduit tout seul, puis ça, un ami AI, là, un peu. Là, c'est quasiment comme on voyait dans Her de Spike Jonze il y a plusieurs années, mais ça existe pour vrai, là, des assistants comme ça. Puis là, il l'a personnifié un peu comme son ex et tout, fait qu'elle interagit avec, mais elle contrôle un peu son agenda, des choses comme ça. Fait que ça, c'est des trucs qui sont réels et d'actualité. Fait que bref, il va beaucoup dans ces complots-là, puis à un moment donné, tu penses que la tension va vraiment monter comme un thriller, puis ça l'est pas vraiment. Non. Ça reste quand même un drame plutôt autour de ça. Là. Vraiment, tout à fait. Un film quand même très axé sur les dialogues aussi. C'est très, très verbeux. Et Diane Kruger, en fait, à l'origine, ce rôle avait été offert à Léa Seydoux, qui avait tourné avec elle dans Crimes of the Future. Vrai, Donc, on devait la retrouver, mais finalement, des fois, les aléas des tournages et des productions fait qu'il y avait conflit d'intérêt sur une autre production pour Léa Seydoux. Fait que voilà. Fait que je dirais que c'est un Cronenberg léger de Shrouds. Voilà. Mais, tu sais, comme tout bon film, je trouve, de science-fiction, il y a une idée de base puis une prémisse qui est très intéressante. Fait qu'il y a quand même... Le film est quand même matière à discussion puis à échange. Là. C'est pas qu'on le déconseille, c'est juste que j'aurais aimé ça plus capoté dessus. Oui, c'est ça, effectivement. Mais je trouve qu'il y a de quoi de très intéressant quand même, comme la plupart de ces films. Allons justement un peu dans le... Oh non, allons-y avec Sarah Bernard la Divine. Oui, de Guillaume dans Niclou. l'historique. J'ai pas noté ces autres films, mais c'est pas du tout son premier film. Niclou, il en a fait souvent. Avec principalement Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte, donc des grandes pointures du cinéma français. On est en 1915 à Paris. C'est un biopic, un film biographique sur Sarah Bernard, qui est en fait la première comme vedette, là, grande comédienne de théâtre. Oui. Éventuellement, elle a fait du cinéma aussi, des films, mais à la base, c'était sur les planches. Fait qu'on va la suivre pas mal au moment où, où elle perd sa jambe. Oui. C'est ça, elle va devoir être amputée pour, je me souviens plus quelle raison, une chute, là. C'est une bêtise de même. Oui, c'est vraiment une blessure qu'elle a pas traitée. Genre, genou cassé, qui a mal été géré, puis c'est ça. Fait que, puis elle va comme un peu parler puis raconter à son fils, corrige-moi si je me trompe, ça fait un petit peu que je l'ai vu là, quand même, les raisons pourquoi elle est en brouille avec son père, donc le père de son fils et tout, parce qu'on aura compris qu'au sommet de sa carrière, alors qu'elle pouvait faire tous les rôles qu'elle voulait et tout, elle était différente de la plupart des gens, très émancipée sexuellement, très quand même égocentrique, le premier caractère aussi de star, là. Je sais pas si c'est vrai, il fait mention que c'est comme ça serait la première à avoir signé un autographe. Là. Quelqu'un arrive, pouvez-vous signer votre nom sur un papier? Ouais, ça, je sais pas. Ben, c'est clair qu'à un moment donné, il y a eu la première personne qui a dit hey, peux-tu juste signer ton nom là-dessus? Waouh, c'est malade. Là. Fait que... Bref, fait que c'est ça. C'est pas un biopic qui est comme toute sa jeunesse et toutes les étapes. On est plus vers la fin de sa vie, peut-être. Là, au moment où elle est déjà quand même connue et établie. En fait, c'est surtout la grande période où elle était avec
le personnage de Laurent Lafitte, j'ai oublié son prénom, mais Guitry, qui était le un père de comédien Sacha. aussi, Oui, c'est ça, le père de Sacha Guitry, qui est devenu un réalisateur français très connu dans les années Tu connais déjà beaucoup 30-40. ça beaucoup plus que moi. Ouais, c'est ça. Donc, parce que finalement, ils ont été ensemble à un certain moment d'une partie de leur vie, ils jouaient ensemble aussi. Mais évidemment, la vie fait que se sont un peu éloignés, ont eu des tensions entre eux. Donc, des relations quand ils étaient en couple, quand ils n'étaient pas en couple, ouais, c'est ça, mariage hors mariage. Moi, je dois avouer que Sarah Bernard, de ce que je connaissais d'elle, c'était d'un album de Lucky Luke. Ah ouais? Qu'elle était un personnage, oui, parce que, tu l'as dit, c'était une des premières stars mondiales, donc elle a tourné partout dans le monde. Elle est allée aux États-Unis, une tournée dans l'Amérique, et tout ça, donc dans l'album Lucky Luke l'escortait. Mais j'ai quand même découvert un personnage hyper fascinant, et comme tu l'as dit, très caractériel. Je pense que c'était établi qu'elle dormait souvent dans un cercueil, des trucs comme ça. Ouais, fait un peu comme la Michael Jackson de l'époque. Elle était très excentrique, il y avait toutes sortes d'animaux exotiques chez elle. Ouais, puis il y a plein de plantes aussi. Ouais. Tout, là, oui. Donc, mais c'est quand même un film à petit... Ça devait être humide chez elle. Ouais. Un film à petit budget quand même pour ce que c'est, pour le sujet, mais moi j'ai trouvé quand même bien tourné pour les moyens. Mais c'est surtout par les deux comédiens, Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte, qui forment une paire incroyable. Il n'a pas été un couple dans la vie où j'ai mélange? Crois pas, non, ok, je mélange. Puis, fait que c'est ça, fait que moi j'ai trouvé fascinant sa vie. J'ai trouvé Sandrine Kiberlin vraiment excellente. Dans le film, elle a de grandes envolées oratoires. Je trouve de bonnes répliques, de bons moments pour briller. Toi, je pense que peut-être... Je ne suis pas le public cible, ouais, mais je ça. reconnais des qualités au film, puis je pense qu'il y a un public pour ça et tout, mais à un moment donné, je me dis, on écoute plein de films. Mais c'est correct que ça te rejoigne pas. Je suis ouvert d'esprit à les écouter et tout, mais tu sais, je connais pas ces gens-là. Puis, ben moi, en fait, si tu veux me gagner sur un film, ça part bien mal quand c'est un biopic. En général, c'est un genre que j'aime pas vraiment. Là. Ouais. Fait que, mais en même temps, on n'est pas... Des années, quand vous allez voir qu'il y a des biopics et que je les aime, là, ça veut dire que c'est bon en tabarouette. Là. En même temps, c'est pas un biopic traditionnel, comme tu as dit. On part pas du début à la fin de sa vie. Exact. Ça, c'est un plus-value à ça. Fait que ça, j'ai quand même trouvé intéressant. Mais bref, donc, si vous aimez Sandrine Kiberlin, vous aimez le film historique, vous aimez les films sur l'art aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé Sarah Bernard, La Divine, et je vous le conseille. Pour la chronique Potin, je t'ai juste mêlé, c'est pas Laurent Lafitte, c'est avec Vincent Lindon, qu'elle a été longtemps en couple et qui ont une fille qui fait du cinéma. Ben oui, aussi, c'est ça, tout à fait. J'ai mêlé ces grandes pointures du cinéma. Donc, avant Est-ce que tu as eu une entrevue avec Oui, merci de me souligner. Oui, j'ai eu l'occasion d'interviewer Sandrine Kiberlin. Ah, donc, ouais, quand même, j'étais assez heureux. Est-ce qu'il y avait Guillaume Niclou aussi? Non, c'était juste elle. Puis, donc, une comédienne que moi j'apprécie depuis très, très longtemps. Sa carrière a quand même ralenti. Ben, elle tourne beaucoup, mais elle n'a pas la popularité il y a 20 ans. Plus en second rôle, souvent. Oui, c'est ça. Mais ça a été une rencontre très, très sympathique. Elle est quand même chaleureuse. Vraiment chaleureuse, très passionnée. Fait que non, ça donnait un très, très bel échange. Donc, vous pourrez découvrir l'entretien sur monciné.ca. On est comme je pense qu'il est déjà en ligne même. Okay, on a pris de l'avance. Donc, oui, il est en ligne. On est comme dans ta rasade. Tu es allé en janvier, puis là, il y en avait plein qui sortaient tout de suite. Ouais. Là, il y a eu un temps mort pour genre tout mars, puis là... En vrai, ça se déroule, c'est fou. Donc, allez lire ça vaut la peine, c'était une belle conversation. Avant d'aborder deux films qu'on a vus séparément, il y en a un qu'on a vu conjointement. Une espèce d'ovni quand même de la part d'A24, The Legend of Ochi d'Isaiah Saxon. Je pensais que tu allais aller sur l'attachement. Est-ce que tu le skippais ou moi, je l'ai pas vu. Je pensais que tu l'avais. Ben non, j'ai pas eu le temps. Je comprends. Oui, The Legend of Ochi. Je me demandais si on disait Oki ou quoi, mais c'est vraiment Ochi. Ils disent comme ça. Eux autres aussi, ils en anglais. Oui, premier film de Isaiah Saxon. On est dans un village isolé. C'est un genre de conte, ce film-là. Comme fable, conte, côté enfants et animaux. Peut-être vous avez vu des publicités. Film, une sortie quand même assez limitée, là, juste en anglais, malheureusement, pas de version française. Bref, dans un village isolé, une jeune fille grandit avec comme tout le village, c'est l'interdiction de sortir la nuit. C'est pas trop clair si on est contemporain parce qu'il commence à avoir des voitures et des choses comme ça, mais il n'y a pas du tout de technologie style cellulaire et électronique et ces affaires-là. Il n'y a pas ça. Mais tu vas amener un supermarché puis
des réfrigérateurs et des congélateurs. Là, fait que ça semble plus être 80-90. Ouais, mettons, là, ouais, même 80, effectivement. On sent que c'est un pays pauvre quand même. Là. On est dans les Carpates de Roumanie. Je pense qu'on est juste l'ensemble d'une espèce d'univers parallèle où c'est ça. C'est pas clairement en 82. C'est pas parce qu'il y a Finn Wolfhard qu'on est des années 80 tout le temps. Alors, bref, il y a comme... c'est plus un village, puis ils ont le campagnard, et là, ils n'ont pas le droit de sortir la nuit parce qu'il y a des étranges créatures, les Hachi, qui sortent, des genres de petits tours singes un peu, puis qui attaquent le bétail, puis les animaux des fermes. Fait que elle, sa mère n'est plus dans le décor. Elle vit avec son père, joué par Willem Dafoe, qui est assez sévère, assez militaire. Son demi-frère, je pense, qui est adopté, joué par Finn Wolfhard. Puis lui, Dafoe, il monte comme une espèce de milice là, avec tous les enfants du village. Puis il faut tout le temps aller chasser puis essayer de pogner les Hachi parce que c'est vraiment nuisible, là, comme un peu des coyotes autour d'une ferme, tu sais. Puis à un moment donné, pendant ce genre d'escapade-là, elle découvre, suite à ça, un petit bébé qui a été blessé. Elle le prend sous son aile, puis on comprend qu'elle n'est pas très bien à la maison et qu'elle dit « je vais te ramener à tes parents, ta famille Hachi ». Fait qu'elle le met dans son sac à dos, puis elle part à l'aventure. Mais là, les autres sont convaincus qu'elle a été un peu enlevée puis que c'est pas son vrai désir. Fait qu'ils partent à sa recherche. Donc, elle part avec le Hachi pour le ramener, même si c'est dangereux, jusqu'au fond des bois, dans les cavernes, dans les montagnes, en fait, plus qu'au fond des bois. Et elle est poursuivie par toute la gang de petits chasseurs. Et son frère aussi, qui a l'air d'être un peu aussi entre les deux, d'écouter le père, mais c'est pas vraiment les volontés de son cœur. Fait que cette aventure qui est... Écoute, ça semblait familial. Pas tant que ça. Je dirais pas que c'est gore ou violent, c'est juste que moi, je mettrais un genre de 10 ans et plus, je pense, pour cette affaire-là. C'est sûr que déjà, de base, que ce soit juste en anglais, là, je sais pas à quel point il y a des enfants de 7 ans très à l'aise avec les films en anglais. Et même moi, il y a des répliques que ça marmonnait pas mal. Puis que... Au niveau des dialogues et du dialecte, c'est pas tout le temps évident à comprendre, c'est effectivement. Ben, tu comprends quand même l'ensemble de l'histoire de ce qui se passe, là. Les qualités principales, j'imagine que tu vas y venir, sont visuelles, sont esthétiques, l'univers créé. Les Hachi, ce qui est fantastique, c'est que c'est des marionnettistes en blue puis en green suit, là, comme effacés par après, mais qui l'articulent très Jim Henson-esque là, de cette façon. Sûr que Jim Henson était à une époque où il n'était pas toujours en morph suit, mais plutôt juste caché en dessous du décor. Là. Le fameux Kermit qui pédale, qui est encore un mystère aujourd'hui. Mais non, tout à fait. On s'est servi de un peu la technologie utilisée sur Star Wars avec Grogu. Le personnage fait penser beaucoup au fameux bébé Yoda qu'on l'appelle. C'est ça, il n'est pas numérique, bébé Yoda, il est aussi... Oui, animatronique, donc un robot vraiment manipulé par une équipe. Et donc, à ce niveau-là, la créature fait penser un peu à Gizmo, un peu aussi des Gremlins. Oui, c'est vrai, avec, tout à fait. On est dans les petites créatures cute. C'est vrai que Gremlin a aussi un côté film pour enfants, mais pas tant. Là. Effectivement. C'est sûr que... Ben, dans celui-là, il n'y a pas vraiment de créatures méchantes. Ouais. Mais Gremlins, c'est quand même une comédie d'horreur. Ouais, c'est ça. Là, on est dans C'est juste que c'est ténébreux. C'est ça. C'est assez sombre, assez dense. Ouais, tu sais, il y a tout le temps de la fumée dans la forêt, là, du brouillard et tout. Et quand même des passages un peu intenses aussi. Et surtout, tu l'as dit, l'univers, on est dans les montagnes de la Roumanie, en Transylvanie. Fait que c'est un peu glauque. Avec une culture qui n'est pas américaine. Là, puis le personnage de Willem Dafoe est assez coloré. C'est vrai que c'est très européen. Oui, vraiment. Fait comme esthétisme, comme personnage, le film fait plus penser à des films internationaux que de grands studios américains. Ouais. Là. En fait, un truc que ça rappelle, c'est quand même du Wes Anderson, genre Moonrise Kingdom un peu, mais pas aussi léché. Non. Dans le fond, dans la direction artistique, dans tout, il y a beaucoup de jaune aussi, à cause du manteau de la jeune fille, mais c'est pas comme symétrique, puis telle affaire. On voit pas qu'il a imité du Wes Anderson, mais clairement, Isaiah, il doit les avoir écoutés puis appréciés. Oui, puis même, je pense qu'on sent l'influence de E.T. aussi, de Spielberg, mais là, à la sauce à 24, vraiment. Puis c'est ce qui m'a peut-être un peu surpris. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus classique, mais finalement, non. Là, on tombe dans l'univers quand même... assez décalé parfois, déstabilisant des films d'A24. Ce qui rappelle peut-être même Le Chevalier Vert de Green Knight, dans ce côté un peu lentille floue, puis le brouillard partout, puis la mysticité des bois. Là.
Fait que si vous voulez quelque chose d'un peu différent avec vos enfants qui sont habitués peut-être de voir ce genre, qui sont plus cinéphiles, mettons, là, si dans leur vie ils ont vu Minecraft et les trucs de Disney, peut-être les préparer d'avance, mais si on moindrement d'un esprit pas comme d'ouverture, les Schtroumpfs cet été. Non, vraiment pas. The Legend of Ochi, je pense, mérite d'être découvert. Fait penser peut-être aussi un peu de Neverending Story, je sais pas si l'histoire sans fin, qui avait quand même une touche... Là, tu vois, j'ai pas tant de souvenirs, mais j'ai juste des souvenirs que ça m'a vraiment marqué quand j'étais jeune. Je me souviens pas de l'histoire, j'étais juste très jeune, c'était weird, le cheval qui meurt. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, fait que bravo pour l'audace. Puis j'ai hâte de voir ce que Isaiah Saxon va faire, honnêtement. C'est quand même un gars dans la quarantaine qui vient beaucoup du clip vidéo, du court-métrage. Mais clairement, il y a une vision artistique assez originale et audacieuse. Fait que bien curieux de voir ce que ça va donner. Voilà. Fait que sinon, peut-être plus pour adultes avec un cœur d'enfant que vraiment une sortie familiale, parce que le film manque peut-être un petit peu d'aventure. Tu sais, c'est une aventure, mais un petit peu de rebondissement. C'est souvent parce que dans le fond, elle pense que sa mère est disparue ou morte, ou c'est pas trop clair, mais elle va peut-être rentrer en contact avec quelqu'un qui pourrait peut-être être sa mère. Fait qu'il va y avoir beaucoup de résolution de ses problèmes à elle et sa liaison avec son père, avec son frère, avec toutes ces choses-là. Plus que vraiment de « Oh mon Dieu, des loups nous courent après » puis des choses comme ça. Là, y a pas, C'est un drame familial psychologique avec un peu d'aventure. Oui, c'est comme ça. Un peu de fantaisie. Tu sais, où je m'égare peut-être, là, mais tu sais, Berger, mettons, là, tu sais, il se passait des choses en montagne, mais on ne dit pas que c'est un film d'aventure non plus. Là. Un petit peu dans le même genre. Allons-y avec... commence avec l'attachement, puis je finirai avec On Swift Horses. D'accord. L'attachement, film français de Karine Tardieu, avec Valéria Bruni-Tedeschi, que peut-être le nom nous dit rien, mais c'est une face qu'on voit à l'occasion à gauche puis à droite. Pio Marmaille, ça c'est un nom bien connu. Et même un petit rôle de Raphaël Quénard, l'homme coloré de toutes les situations. Que, au début, je n'étais même pas sûr si c'était lui, parce qu'il avait une moustache, puis je ne le reconnaissais pas. Mais la manière qu'il parlait, j'étais là... Ben là, si c'est pas lui, c'est qu'il imite Quénard, là, ça se peut pas. Puis effectivement, son c'est ton lui. Unique à lui. Ouais, c'est ça, qui a l'air toujours un petit peu batté. Là. Sandra, donc le personnage de Valéria, est une quinquagénaire qu'on dit farouchement indépendante, mais elle va se retrouver par un contexte très spécial à soudainement vraiment partager l'intimité de ses voisins de palier d'appartement. Parce que rapidement, dans le fond, ça commence à se faire réveiller. La voisine dit « Hey, vous nous avez dit, amener que vous pourriez garder notre garçon si on était dans la marde. » Comme « Ah ouais, j'ai dit ça, ok, je fais plus ça. » Ben là, c'est parce que je viens de perdre mes os, fait que je vais accoucher. Fait que, ok, ben je vais garder le petit gars. Puis que là, elle le garde pour la journée, ben elle se fait même aider par sa sœur et tout. Puis finalement, rapidement, ce qu'on comprend, c'est que ce garçon-là, c'est le fils de la voisine, mais pas de Pio Marmaille, de plutôt Raphaël Quénard, donc d'un autre père. Et Pio Marmaille et la voisine attendent un enfant, et elle va accoucher de cette petite fille-là, Lucille, mais va décéder en accouchant. Alors là, son voisin se retrouve donc avec 2 enfants, un qui n'est pas légalement le père, mais qui s'occupe ou qui va un peu devoir discuter avec le père biologique sur comment on le gère, sa fille à lui, puis il est veuf, puis ça, c'est le début du film. T'sais. Fait que le film se déroule en forme d'ellipse, fait qu'on va avancer tout pendant à peu près 2 ans, en 12 chapitres, avec l'évolution de Lucille, qui grandit, donc la petite fille, là, jusqu'à ce qu'elle ait 2 ans environ. Fait que cette relation-là du voisinage qui va s'inscrire dans la famille, mais en même temps qui ne fait pas réellement partie de la famille, comment le mari, le père va vivre son deuil, qui va vouloir rencontrer quelqu'un à un moment donné, mais comment t'intègres ça à ta famille quand t'as déjà 2 enfants, un qui est pas le tien, que là, c'est vraiment pas leur mère, c'est une nouvelle blonde, fait que comment on met ça là-dedans? Est-ce que tu vas avoir d'autres enfants, donc rendu un troisième, d'une troisième mère, non pas troisième mère, mais en tout cas. Fait que toute cette relation-là, puis elle qui est comme extérieure à ça, mais qui essaie de rester, mais que ça crée aussi de la tension par rapport à une nouvelle blonde, parce que moi, je suis pas la mère des enfants, mais là, je suis un peu la figure maternelle de backup, parce que je suis la madame d'à côté, puis elle avait pas voulu avoir d'enfants, mais t'es gères un peu. Fait que même eux, les 2 ensemble, Pio puis Valéria, est-ce qu'ils devraient sortir ensemble à ce moment-là ou pas? Fait que tout ça est comme vraiment intéressant, c'est vraiment beau. Je ne sais pas que c'est mon film favori de la semaine, c'est mon coup de cœur, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Je dirais pas que c'est une comédie dramatique, c'est plus un drame, là. Il y a pas...
on rit pas sans taper sur les cuisses, mais c'est pas non plus un mélodrame, c'est pas larmoyant, les gens meurent pas tout le temps, puis tu sais, mais il y a le côté émotif quand même des enfants. Le petit garçon joue très bien, il est très sincère dans son jeu, c'est vraiment charmant. Quelques trucs, par contre, là, étant père de nouvel enfant, maintenant la fille, elle a comme 14 mois, puis là, elle marche, puis elle fait une chasse au coco, puis elle met tout ça dans son panier, puis je suis comme... moi, je trouve pas qu'à 14 mois, c'est aussi tight que ça. Là. Ça a plus l'air d'un 15-16 mois, j'imagine. Ouais. Mais bon, on l'accepte pour les besoins de la cause. Là. Ou c'était un enfant très, très précoce, cette petite Lucille. Là, très habile. Voilà. Fait que voici pour l'attachement, qui doit jouer dans plusieurs... Je pense pas que ça joue peut-être pas dans les gros cinéplex, mais je pense que tous les autres cinémas indépendants, d'après moi, doivent présenter ça en fin de semaine là, dans toutes les villes. Je recommande chaudement. Excellent. Parle-nous donc de Les Indomptés, On Swift Horses. T'es-tu capable de faire un synopsis en plus? Tu noté? J'en ai un, c'est juste que des fois, je me sens un peu imposteur quand je l'ai pas vu. Fait que tu On est en Californie dans les années 1950. Lee, donc personnage joué par Will Poulter, vient de rentrer de la guerre de la Corée et commence une nouvelle vie avec son épouse Muriel, jouée par Daisy Edgar Jones, qu'on avait vu dans Tornade récemment d'ailleurs. Mais les efforts du couple sont fragilisés par l'arrivée de Julius, joué par Jacob Elordi, donc le Elvis de Priscilla, qui est le frère cadet, donc plus jeune, de Lee, qui est un joueur, un gambler charismatique, mais au passé trouble, puis il va plaire à Muriel. Donc, elle va tomber en amour avec le frère de son mari. Sauf que Julius, lui, il part à la recherche d'un autre joueur de cartes, donc qui est amoureux, j'imagine joué par Diego Calva. Ouais. Fait que là, il y a une romance et une idée de LGBTQ là-dedans, donc des personnages qui sont pas strictement hétérosexuels. Fait que tout ça va éveiller en Muriel de confronter ses propres pulsions et l'embarquer à son tour dans une espèce de vie marginale et secrète. Effectivement, on est dans le mélodrame, film de Daniel Minahan, qu'on doit souligner. Je pense que c'est son deuxième long-métrage de fiction, mais c'est un gars qui a fait beaucoup de télé, puis des grosses séries là, comme Game of Thrones, toutes sortes d'affaires là même. C'est quand même une réalisation. C'est pas un gars de 22 ans qui... Non, c'est ça. Puis il y a vraiment une maîtrise au niveau de la réalisation. C'est quand même un film à petit budget. Ça se sent visuellement, mais en même temps, ça sert bien le récit. Parce que tu l'as dit, on est vraiment dans un récit très intimiste. Là. Fait que c'est correct de garder le focus sur les personnages. Moi, j'ai trouvé que c'est un bon petit film, honnêtement, porté par Daisy Edgar Jones et Jacob Elordi, qui sont incroyables, confirment encore, je pense, leur statut de vedette. Daisy Edgar Jones, depuis que je l'ai vu dans Where the Crawdads Sing. Je trouve c'est dans son regard, elle peut exprimer tellement de choses, une grande palette, mais qu'avec que ses yeux, elle est fascinante. Comme dans Tornade, quand elle regarde les pissenlits dans le vent. Ouais, puis tout à fait. Est-ce que tu l'avais vu finalement? Oui, j'avais vu ça. Et Jacob Elordi aussi confirme encore un excellent comédien. Puis je trouve qu'il y a une feuille de route intéressante parce que depuis Euphoria, je pense qu'il aurait pu jouer dans n'importe quel gros film à budget, mais il se tient loin des blockbusters. C'est ça, il n'a pas fait. Non, il n'a fait aucun. Okay. C'était il y a 2 ans, c'est le film... en Angleterre, là, j'ai oublié le nom, mais qui avait quand même causé beaucoup de commotion là, avec... il jouait un riche... oui. Barry Keoghan. Oui. Saltburn. Saltburn, oui, effectivement. Donc, fait que je trouve ça le fun aussi. Fait en plus de jouer dans des films plus indépendants, c'est toujours quand même des rôles un peu pour défaire son image quand même là, de sex symbole depuis Euphoria. Puisque donc on est dans un film de LGBT+, et compagnie, mais le fait de le situer dans les fins des années 50, début des années 60, c'est intéressant. Et c'est surtout la partie aussi de jeu des hasards, parce que lui, il joue au poker, blackjack. Le personnage des Edgar Jones va faire de l'argent beaucoup dans les courses à chevaux, va s'intéresser à ça. Fait que c'est intéressant aussi d'avoir un genre de personnage d'une femme forte qui désire s'affranchir un peu de son mariage, qui est plus ou moins heureuse, mais par le gambling aussi. Fait que toutes les petites sous-histoires sont quand même assez intéressantes. C'est que ça révolutionne pas, c'est pas un film qui va nous jeter à terre, mais je trouve que c'est
c'est un bon drame de qualité, honnêtement, puis bien porté par les comédiens. Will Poulter a quand même pas mal de temps d'écran, lui, qui est de tous les films. Il était dans Mort d'une licorne, là, dans Warfare, tout de suite après les... C'est un peu la troisième roue. Il est là, mais pas tout le temps. Puis dans le fond, le film est un peu... on suit vraiment séparément les deux personnages là, de Julius puis de Muriel. Muriel. Fait que Lee comme gravite un peu alentour d'eux, là, mais Poulter est efficace pour ce qu'il y a, mais oui, c'est un... Il est en short tout le temps? Non. C'est plus le mari très traditionnel qui veut la maison, qui veut... qui est très matérialiste aussi, tout ça. Jacob Elordi a joué dans la célèbre trilogie de Kissing Booth sur Netflix. Ouais, aussi. Mais projet à venir très intéressant, il va être dans le Frankenstein de Guillermo del Toro. OK. Où Oscar Isaac fait le docteur Frankenstein et Jacob Elordi va faire The Creature. Ah, fait que c'est lui qui joue la créature. Ouais, puis il y a la stature, évidemment. Avec aussi Mia Goth et Christophe Waltz. Ouais. Ça a l'air très bon, ça. Effectivement. À suivre, je sais pas quel. Je confirme qu'il est très imposant physiquement parce que j'ai pas eu la chance d'y parler quand j'étais au TIFF à Toronto en septembre dernier puisque le film a été présenté là-bas. J'ai quand même eu l'occasion de poser une question à Will Poulter qu'on peut voir d'ailleurs sur mon ciné.ca. T'as mis ça en ligne, merci beaucoup. Mais faute de temps, Daisy Edgar Jones et Jacob Elordi sont comme juste passés devant moi, mais quand certaines personnes ont un charisme, quand tu les regardes, les deux l'ont, évidemment. Mais Elordi encore plus, parce qu'il fait 6 et 4. Est vraiment grand, imposant, des grosses épaules. Là, fait que, je me souviens aussi dans Priscilla, justement, c'était ce contraste qu'on avait entre la petite Priscilla et le grand Elvis. Tout à fait. Donc, fait que voilà. Puis sinon, le dernier film qu'on n'a pas eu la chance de voir. Non, faute de temps. C'était fou. Until Dawn, La mort sans fin. Un film de David F. Sandberg, lui qui a déjà fait de l'horreur un peu avec Lights Out et Annabelle 2, mais aussi du pour tous avec Shazam 1 et Shazam 2. Ah, Shazam 2, je le mettrais moins sur mon CV, mais écoute. En gros, c'est déjà... Il y en a plusieurs qui doivent savoir c'est quoi. C'est l'adaptation d'un jeu vidéo de 2015 qui appartient à Sony, qui était sorti sur PlayStation 4. Je connais pas, moi. C'est pas une série de jeux. C'est vraiment juste un jeu qui a été remasterisé pour le PS5 plus tard. Là. Dans le fond, c'est une histoire qui est beaucoup basée sur le jeu vidéo, là, sur le storytelling. C'est très cinématique. C'est un peu histoire dont vous êtes le héros. Fait que les personnages discutent, puis là, c'est comme « Ah, t'as un choix... Puis au début, c'est juste la discussion, c'est du monde dans un chalet. Là, c'est toujours ça, dans un chalet weird. Est-ce que la fille, l'amie de Laurence, là, je sais pas c'est quoi les noms, est vraiment cute, hein? Fait que là, est-ce que tu réponds « oui, j'aimerais ça coucher avec » ou tu dis comme « franchement, tu sais, parle pas de son corps comme ça. » Et là, ça juste tout ça, ça va tout influencer les liaisons entre les gens. Puis le but, c'est de survivre à la nuit parce qu'il va y avoir genre des créatures terribles, des genres de Wendigo qui vont nous attaquer. Fait que le jeu, je pense, si j'ai bien compris, prend pas tant de temps, comme un genre de 8 heures à faire. C'est juste que tu peux le refaire plein de fois, puis des fois tu meurs, des fois t'en as juste un qui survit, des fois tu arrives à sauver les 6 personnes, des fois faut que tu te caches, des fois faut que tu cours. C'est pas juste des dialogues, là. Des fois c'est vraiment une action à faire, mais c'est pas comme, tu te promènes pas à la Resident Evil avec un gun, puis il faut que tu shootes toutes les affaires, là. Je pense que c'est... De ce que j'ai compris, j'ai regardé beaucoup de vidéos, quelques vidéos de gameplay, puis j'ai demandé à des collègues, mais moi non, j'y ai pas joué, je suis un peu trop chochotte, je joue juste à des jeux de sport. Là, je joue plus pantoute à rien. Dans le film ici, c'est pas tout à fait ça. Les gens sont dans un chalet. Clover et ses amis se rendent dans une vallée isolée où sa sœur Mélanie a disparu l'année précédente. Ils vont y trouver un centre abandonné, un genre de lieu insolite, où ils vont tous être sauvagement assassinés par un tueur masqué. Mais ils vont se réveiller en vie, puis revenus en arrière dans le temps, puis ils vont réaliser que ils revivent toujours la même nuit, mais ils revivent toujours cette nuit-là, mais avec des tueurs différents, des monstres, des affaires comme ça, et ils vont comprendre qu'ils ont un nombre maximum de vies pour essayer de survivre à la nuit, puis c'est de même qu'ils vont pouvoir arriver à en sortir. Fait que le concept, l'histoire du jeu est pas tout à fait là. C'est comme si on a intégré aussi le concept de jouer à un jeu vidéo. Quand tu meurs, tu peux recommencer. Puis à un moment donné, quand tu meurs trop souvent, ben là, t'es game over. T'sais. Fait que c'est un peu un mélange de ces deux affaires-là. Ce qui fait que des critiques que j'ai lues, ça donne un film d'horreur quand même très efficace. On est dans le horror flick, évidemment. Là. C'est pas du Elevated, c'est pas Jordan Peele qui est à la production ici. Mais
c'est sûr que les fans du jeu, ils arrivent, ils l'attendent avec une brique puis un fanal. Le jeu se passe normalement l'hiver avec des Wendigo. Là, il y a comme plein de monstres différents, de tueurs, de trucs. Je pense qu'il y en a un qui est des Wendigo, mais plein de variantes. Fait que c'est bizarre de l'appeler comme le jeu si finalement c'est pas comme le jeu. C'est plus comme l'expérience de jouer un jeu vidéo. Fait que c'est ça qu'il faut garder en tête pour aller voir Until Dawn. Je pense quand même que ça va faire son lot d'argent. Ça va conquérir un certain public. Il y a toujours une demande de jeunes pour aller voir ça. Mais les adeptes du jeu vidéo qui ont joué dans les 10 dernières années, les premiers échos sont pas super parce que c'est pas fidèle au jeu vidéo. C'est assez pour cette semaine. La semaine prochaine, c'est encore le fameux premier vendredi de mai, Comic Book Day, machin. Alors, on est complètement Marvel et complètement super-héros. Thunderbolts, je sais pas si c'est tant attendu ou pas, mais là, avec aussi l'annonce qu'on a eu, là, le fameux dévoilement du cast du prochain Avenger, qui avait duré genre 5 heures de dévoilement de nom derrière des chaises. On comprend que les Thunderbolts vont avoir une place très importante là-dedans. Fait qu'on va retrouver Florence Pugh, puis le Red Guardian, puis tous les autres. Moi, j'ai quand même hâte. Je trouve que ça a l'air d'avoir ce côté funné des gangs ensemble. C'est ce que j'aime bien. Bon, on est dans le ton des Suicide Squad. Là. Ouais, donc, des anti-héros qui doivent travailler ensemble. Puis c'est un peu tout croche. Ça envoie 2-3 blagues avant de se puncher dans la gueule. Fait que je suis là pour ça. Sinon, en contre-programmation, Bonjour Tristesse, genre de coming of age un peu dark, peut-être, de Durga Chubose. Et sûrement 3-4 autres films. C'est quand même plus léger, je pense. Là. Je pense pas qu'il y a autant de films que les dernières semaines. Fait que ça va être le premier blockbuster officiel de l'été, dans le fond, même si... Je sais qu'au point de vue des équinoxes, c'est le 21 juin, là, mais au cinéma, c'est le premier vendredi de mai, c'est le l'été. lancement de la saison. C'est ça. Fait que préparez vos shorts. On s'en reparle la semaine prochaine. Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@monciné.ca. Suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Et pour en savoir plus et consulter l'entretien avec Sandrine Kiberlin, visitez le monciné.ca. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Et puis, si jamais vous cherchez un comptable pour vos impôts, ou si bien en prendre un qui peut se battre comme Jason Bourne, ça pourrait peut-être vous ramener un bon retour.